Bonjour et bienvenue sur Capital Humain, l'espace dédié aux humains, aux talents et à la créativité. Aujourd'hui, on a l'immense honneur de recevoir pour vous une invitée aussi talentueuse que créative. Elle a depuis toujours été très orientée vers l'humain, vers le service et l'intérêt général. Et aujourd'hui, elle occupe au sein du bureau provincial du Parlement des jeunes le poste de rapporteure adjointe. Elle est aussi formatrice en leadership et en art oratoire. Elle est également et surtout présidente de la Fondation Femmes Sublimées. Messieurs, dames, j'ai nommé Victoire Kabongo. Madame la Présidente, bienvenue sur Capital Humain. Merci beaucoup Claire, c'est un plaisir d'être sur votre plateau. C'est un plaisir de te recevoir, surtout à l'occasion de ce premier épisode du podcast Capital Humain, franchement un honneur. Alors Victoire, tu es une jeune leader, je viens de le dire tantôt, tu es présidente d'une fondation et ce qui fait que tu es une jeune femme leader de 20 ans. Et moi, quand j'entends ça, tout de suite, je me dis que toi, ton combat en tant que leader, il doit être double. Parce que tu dois prouver doublement que tu mérites d'être là où tu es. Et donc, tu es buté d'un côté aux préjugés liés à ton âge et d'un autre côté aux préjugés liés au sexe auquel tu appartiens. Comment est-ce que tu le vis au quotidien ? Très bonne question. Par rapport à ces préjugés, moi je les prends pour une motivation. Okay. Pour moi, lorsqu'on me dit que je ne peux pas par rapport à mon âge, je ne peux pas accéder à telle chose parce que je suis une femme, moi je le prends pour un défi, je le prends pour une motivation. Et maintenant je travaille toujours avec la même vision, seulement avec 2 fois plus de détermination parce qu'il faut prouver que l'âge en réalité n'est qu'un chiffre et que la détermination vaut bien plus que les chiffres. Wow, magnifique. Et je viens de le dire, je viens de faire l'étalage de ton CV. Un CV d'ailleurs très bien garni. Tu es rapporteure adjointe, tu es formatrice, conférencière aussi. Tu es présidente d'une fondation. Est-ce que tout ça, ça ne fait pas un peu trop ? Je veux dire, au milieu de tout ça, on peut aussi ajouter le fait que tu sois étudiante et pas dans n'importe quelle faculté. Le droit, une matière assez coriace. Et on peut aussi mettre à côté que tu dois avoir une vie sociale, une vie personnelle à gérer. Et aussi que tu dois avoir une santé, que ce soit physique et mentale, à préserver. Comment est-ce que tu fais pour ne pas te noyer dans cette avalanche de responsabilités et ne pas sombrer dans ce qu'on appelle communément le burn-out? Okay. Bon, déjà, j'avoue que c'est quand même compliqué. Et dans toutes ces casquettes, tout découle d'une seule branche. Je suis activiste sociale. Et en tant qu'activiste sociale, cela inclut que je sois présidente d'une fondation, que je sois ceci, cela. Alors, chacun des postes que j'occupe a une particularité précise et c'est un honneur pour moi de porter ce fardeau pour la jeunesse congolaise. Et effectivement, c'est très compliqué. Très compliqué de mélanger le tout, que ce soit la vie personnelle, l'université, la vie professionnelle, c'est très compliqué. Et on est très prédisposé à entrer en burn-out. D'ailleurs, je suis censée le dire, j'ai fait un burn-out l'année passée, en 2025, parce que j'ai accumulé beaucoup trop de travail de manière successive. Et ça, je pense, je l'ai fait pendant 1 année et demie où toutes mes nuits, c'était des nuits où il fallait réfléchir, il fallait prévoir, il fallait programmer des choses, il fallait répondre aux messages, il fallait faire des recherches, vraiment trouver des idées, te dire que voilà, tu as toute une panoplie de femmes derrière toi, tu es obligé de vraiment mettre en place des systèmes pour les encadrer, pour les former. Tu dois contribuer à la jeunesse congolaise. Alors, pendant un bon moment déjà, j'avais des maux de tête atroces, très très atroces, ce qui faisait en sorte que je peux prendre mon carnet, j'essaye de travailler, j'ai très mal à la tête, j'arrive plus, alors j'arrête, mais je vais quand même forcer.
Et à un moment donné, j'ai compris que j'étais en burn-out quand j'arrivais à ne plus être productive. C'est-à-dire que même si je travaillais de 19h à 23h, rien de contraint n'allait sortir. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un souci et qu'il fallait que je prenne le temps de me reposer aussi, de me dire que voilà, tu as déjà fait assez, acclame-toi d'abord, mets-toi, essaye de souffler, prends le temps pour toi et redémarre avec beaucoup plus d'énergie. Et je conseillerais vraiment aux jeunes de prendre le temps de se reposer surtout. Très important. De ne pas se stresser, de ne pas porter le fardeau au prix de sa santé. Parce qu'une fois que tu fais un burn-out, tu ne peux plus travailler. Et là, ton corps t'impose des heures de sommeil. Ça ne dépend plus de toi. C'est ton corps qui te guide. Tu peux être, il est 18h, boum, tu te réveilles à 23h, tu ne comprends pas à quel moment tu t'es endormi. Et donc, le conseil, c'est vraiment prenez le temps de vous reposer. Voilà, se reposer, faire une pause parfois. Très, très important ça. Et Vicky, en 2024, si je ne dis pas de bêtises, tu crées officiellement la Fondation Femmes Sublimées. Et tu n'avais à l'époque que 19 ans, je pense. C'est rare de trouver aussi jeune ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, est-ce que tu as toujours su que c'était dans ça que tu voulais faire? Est-ce que déjà, à l'âge de 10 ans, de 11 ans, tu te disais, moi je veux aider les femmes, les former, les inspirer, et ce, à travers une fondation, une structure. Est-ce que tu as toujours su que c'était ça, ta vocation? Si j'ai toujours su, non. Mais si je l'ai su tôt, oui. Par contre, parce que j'étais à la recherche. Je voulais vraiment savoir qu'est-ce que j'étais appelée à faire. Depuis l'école, à l'école, vraiment, j'étais comme toutes les petites filles. Hein. Je réfléchissais beaucoup, j'étais attirée par plusieurs choses à la fois. Alors, à un moment donné, je voulais être médecin, à un moment donné, je voulais être musicienne. Et au final, j'ai décidé d'être juriste. Et maintenant, je fais des études de droit. C'est-à-dire que ma première fois de prendre la parole en public, c'était en 5e secondaire. Lors d'une conférence, je me rappelle que je suis allée voir la personne qui a organisé cet professeur. Je lui ai dit, prends-moi, je veux intervenir. Et j'ai intervenu. Et depuis ce moment, je suis devenue comme l'une des représentantes de mon école. En 6e, j'intègre le Parlement des élèves, où je suis députée là-bas. Ensuite, au niveau de l'école, je suis ministre de la Communication. Je me dis, OK. Alors, j'obtiens mon diplôme, je m'inscris en L1 LMD à l'UPC. Et là, maintenant, comme tous les jeunes, vraiment, je me dis, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Alors, je me dis, je vais lancer une boutique en ligne. BK Design, je lance la boutique en ligne. Et puis, devine quoi? Je fais des pertes. J'accumule des dettes, des pertes et tout ça. Alors je me dis non, c'est bon, j'arrête. Tu fais faillite quoi? Oui, je fais faillite, je ferme tout, vraiment j'arrête. Et juste après, j'ai continué à réfléchir. Je me suis dit, mais si j'ai échoué dans ça, c'est-à-dire que je peux réussir dans autre chose. Et c'est quoi cette chose? Et c'est là que j'ai commencé à me ressasser de mon passé. Et c'est là que j'ai compris que notre passé constitue une partie importante de notre futur. Exactement. Alors j'ai commencé à réfléchir sur mon passé. Je me suis rappelé que tiens, j'aime bien prendre la parole au public. Je me suis rappelé, je me suis dit, mais attends, comment j'ai pu faire ça en 5e? Comment j'ai pu avoir le courage de faire ça? C'est après que j'ai compris l'ampleur de ce que je faisais il y a 1 ou 2 ans avant. Alors je me dis, il faut que les autres femmes aussi osent sortir de leur zone de confort. Et c'est là que tout a commencé. Je me dis, je vais organiser une conférence, je vais inviter les femmes, je vais leur dire, mesdames, il faut oser. Alors, on sait tous bien qu'à 19 ans, tu te réveilles comme ça du jour au lendemain, tu vas organiser une conférence en tant que qui? Tu as quoi? Tu as combien? Tu n'as pas d'équipe. Alors, j'étais très mal organisée, très mal structurée, ça c'est une vérité. Et cette première conférence n'avait jamais eu lieu. Alors, vraiment, je me suis dit, j'ai un message à passer aux jeunes femmes. Conférence ou pas, moi je dois m'adresser aux jeunes femmes. Alors je crée un groupe WhatsApp, je me dis il n'y a que les femmes qui vont intégrer le groupe, on discute et je me rends compte qu'il y a vraiment des gens qui te suivent parce que j'avais des retours en privé, des gens qui me questionnaient, qui voulaient savoir comment je vois les choses sur tel ou tel sujet. C'était des inconnus ou des personnes? Oui, des inconnus. Vraiment c'était des inconnus. Alors j'ai commencé à discuter avec ces femmes, je me suis rendu compte que ce que je faisais, ça pouvait paraître
pour de la distraction pour plusieurs, mais ça a aidé beaucoup de femmes. Alors à ce moment-là, je continue en ligne, et après, les femmes exigent qu'on se voie. Elles disent, mais on ne peut pas tout le temps discuter en ligne. Je dis, ok, on va essayer d'organiser les choses. Je réfléchis, je me dis, la dernière fois, on a échoué parce que j'avais pas d'équipe. Cette fois-ci, je ne vais pas commencer directement par l'organisation de quelque chose, je dois avoir une équipe. Alors je convoque une première réunion. J'étais étonnée, je vois 10 femmes venir à la réunion. Je me dis, ok. Je vois 10 femmes venir à la réunion, ça m'a beaucoup motivée. Ouais. Ensuite, on discute, on continue. Du jour au lendemain, je me dis, bon, le groupe s'appelait « Apprends à te sublimer » parce que la sublimation, c'est un concept qui me tient particulièrement à cœur. Donc, il y avait déjà le mot « sublime ». Oui, toujours. Dès le départ. Depuis le début, parce que la sublimation, pas pour moi, mais l'une des définitions de la sublimation, c'est la transformation, l'amélioration de sa mentalité. Alors, ça allait vraiment de pair avec ce que je voulais de la jeune femme, c'est que la jeune femme sorte un peu de son petit cocon, là, de son petit confort, et qu'elle ose, qu'elle change de mentalité, qu'elle comprenne qu'elle peut faire beaucoup plus que ce qu'elle fait déjà. Alors, le groupe, c'était « Apprends à te sublimer ». Après, je me dis, bon, on va devenir une fondation. Je fais des recherches sur le plan juridique, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. On va au niveau supérieur. On va au niveau supérieur. Je me dis, ok, on devient une fondation. Tout le monde est enthousiaste, les gens repartagent. Après, on change de logo. Vraiment, tu sens que les choses commencent à prendre forme. Alors, on organise une première descente à l'orphelinat. Je vois plus de 25 femmes. Je pense que la première réunion, c'était à la maison. Maman a dû sortir du salon, elle se met dehors, elle me dit, tu les as eu où? J'ai dit, tu peux pas comprendre. Laisse tomber, tu peux pas comprendre. Alors, on organise des activités, ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme ça que la Fondation Femmes Sublimées a vu le jour. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans déjà qu'on existe. Et on est dans 6 provinces. Oh. On est dans 6 provinces. Lesquelles? Kasaï oriental, Okatanga, Lualaba. Lualaba, c'est la province du Kolwezi. Sud Kivu, Congo central. Voilà. Wow. Ça fait 5 provinces. Okay. Donc, nous sommes dans ces 5 provinces-là et coup de chapeau déjà aux coordonnatrices qui font un excellent travail à ce niveau-là. Et c'est comme ça qu'on évolue. Tu envisages donc de conquérir peut-être toutes les 26 provinces? Oui, exactement. C'est ça le but. Oui, c'est ça. Peut-être même l'Afrique. Se rêver grand, quoi. Ok. Et est-ce que tu pourrais me raconter une fois où tout a failli s'écouler en fait pour la fondation? Est-ce qu'à un moment donné, je suis arrivée à cette étape? Ça a toujours été très calme, tout a toujours marché comme sur des roulettes? Non. Vous imaginez que dans un milieu où il y a les femmes, c'est compliqué. À un moment donné, je me dis, mais elles me prennent pour leur mec ou... Donc tu dois un peu les gérer. Je dois les gérer, les cajoler, tout ça, vraiment suivre les caprices, c'est un peu tout le monde. Je ne pense pas qu'à un moment, on est arrivé à une phase où tout a failli s'écrouler, la fondation a voulu disparaître parce que vraiment ma détermination, je ne vois rien qui peut déstabiliser la vision. Rien. Parce que les fondements ont été bien placés. Par la grâce de Dieu, il m'a envoyé des gens de confiance, des gens qui travaillent, des gens qui aiment la vision, des gens qui m'aiment et on avance. Waouh, très bien ça. Parlons un peu du féminisme, parce que ta fondation a une très grande portée féministe. Est-ce que toi-même tu te définis comme étant féministe? Bon, la question à $1 million. Cette question, je la reçois quand même. Bon, le féminisme, déjà, il faudrait comprendre qu'il a été très mal compris. Le féminisme voit le jour au 19e siècle. Et cette lutte poursuivait des objectifs principaux. Obtenir les droits de vote, le droit de travail, la protection contre les violences basées sur le genre, les violences sexuelles, tout ça. Et le droit à l'éducation aussi. C'est vraiment sur cette lancée que le féminisme est né. On se disait, mais les femmes aussi doivent aller à l'école, les femmes aussi doivent travailler, les femmes aussi peuvent voter, les femmes aussi doivent postuler. C'est à ce moment-là que le féminisme est né, entre l'Europe et les États-Unis vers le 19e siècle jusqu'à nos jours. Cependant, plusieurs personnes comprennent le féminisme comme étant une guerre pour rabaisser l'homme ou pour essayer de prendre la place de l'homme. Il ne s'agit aucunement de ça.
je comprends que les gens le comprennent ainsi parce que nous sommes africains, nous sommes très sensibles aux traditions. Mais moi, je pense que l'égalité entre l'homme et la femme doit être perçue comme le désir de justice, tout simplement. Tu crois en la justice? Oui, bien évidemment. Sinon, pourquoi je ferais le droit? Je crois en la justice. Alors, le féminisme doit être perçu comme le désir d'une justice qu'il n'y avait pas auparavant. Et avec le temps, on essaye vraiment de venir en aide à ces femmes-là. Comme à l'est du pays, par exemple, les femmes sont des armes de guerre. C'est elles qu'on utilise dans la guerre. Elles sont victimes de viol et tout ça. Et même les hommes d'ailleurs. Maintenant, même les hommes aussi. Donc, c'est plus un sujet tabou. Ce que les hommes ou les femmes doivent comprendre, c'est que le féminisme, c'est pas une guerre contre l'homme. C'est pas une guerre pour abaisser l'homme. C'est juste la quête d'une justice. D'une justice, pas face à l'homme, face à un système qui rabaisse la femme, qui limite la femme. Et ce système-là, on me dira, ce système est composé de qui? Des hommes? Oui, des hommes et des femmes aussi. Parce qu'il y a encore certains coins du pays, des villages où on épouse encore les femmes à 16 ans, 18 ans. Il y a des endroits où les femmes ont des interdits de travailler. Il y a des femmes qu'on n'envoie pas à l'école, on préfère envoyer les hommes d'abord. C'est vraiment ça la quête. La quête, c'est pas d'avoir des femmes qui vont commencer à gifler les hommes. Non, c'est vraiment pas du tout ça. Alors moi, est-ce que je me vois comme une féministe? Au début, j'aurais dit non. J'aurais dit non, pardon, parce que les gens me disent t'es féministe et tout ça. Mais je pense que faut pas régner la vérité. Il ne faut pas régner la vérité parce que je suis très sensible à tout ce qui touche à la femme. Tout ce qui touche à la femme me touche, que ce soit une femme inconnue. Quand j'apprends qu'il y a une femme qui souffre quelque part à cause d'une injustice, que ce soit une injustice causée par une autre femme ou par un homme, moi, ça me touche et ça me pose problème. Ça me pose problème. Alors, je me sens obligée de parler pour cette femme-là. Moi, je pense qu'on doit respecter la femme à sa juste valeur. Je ne conçois pas le fait, par exemple, que dans des petites manies, tu as déjà entendu la discussion de certains hommes qui disent « Ah, petite Wana Kutu, vous avez le même âge. Peut-être même que tu es plus âgée qu'eux, mais ils t'appellent petite. » Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on veut cultiver une mentalité automatiquement rabaissante? C'est des choses qui ne doivent pas être conçues. Alors, la quête ici, c'est pas dominer les hommes, c'est pas se battre avec les hommes, mais c'est de faire comprendre qu'ils doivent respecter la femme. Que les femmes aussi doivent se respecter entre elles. Donc, c'est vraiment ça la quête. Est-ce que je me vois comme une féministe? Peut-être. Peut-être. On retient la réponse peut-être. Peut-être. Ok. Bah, c'est satisfaisante comme réponse, mais en fait, Victoire, tu le sais sûrement. On est dans un contexte où certaines figures influentes féminines au niveau africain, notamment Fanta Kandé, qui d'ailleurs une vidéo d'elle sur le sujet a fait très polémique sur la toile, qui affirme être contre le féminisme et ce pour une raison. Ce mouvement est issu de l'Occident, c'est-à-dire que le féminisme est un mouvement créé par des femmes occidentales pour pallier à des problèmes relatifs au système des sociétés occidentales. Et que donc, par conséquent, ce mouvement et ces combats, en tout cas la majeure partie de ces combats aujourd'hui, ne sont pas légitimes, n'auraient pas leur place dans nos sociétés africaines. Quelle est ta position sur cette question? Moi, je pense que se concentrer sur d'où vient le féminisme, c'est un peu se détourner du plus important. Le plus important serait de comprendre la quête ou les objectifs que poursuit le féminisme. L'Occident n'a fait que débuter. Mais en réalité, combien de personnes ici, en Afrique, en RDC, ont eu besoin que le féminisme existe? Combien de femmes au village n'étudient pas? Justement parce qu'on se dit c'est une femme, c'est pas important qu'elle étudie. Pourquoi une femme a l'opportunité aujourd'hui de voter, de parler, de travailler et est contre le féminisme qui a contribué à peut-être même 60% de sa position dans la société ou encore de ses droits dans la société? Est-ce que sans le féminisme, on aurait le droit d'être candidate aux élections? Est-ce que sans le féminisme, on aurait le droit d'avoir justice lorsqu'on est victime de viol?
C'est quel pays d'ailleurs que je vois récemment ici, j'ai oublié, où on autorise les hommes à frapper leurs femmes là. Je pense que c'est souvent le Pakistan, quelque chose comme ça, où dans leur code pénal, on leur permet de taper les femmes, mais il ne faut pas les blesser. Tu peux les taper, mais pas les blesser, quelque chose comme ça. Je dois faire des recherches. Alors, est-ce que ce pays n'a pas besoin qu'il y ait une révolution féministe? C'est la grande question qu'il faut se poser. Comme je l'ai dit, le féminisme n'est pas une guerre contre l'homme. Le féminisme, c'est juste une quête de justice. Parce que moi aussi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on confond un peu le féminisme pur avec le féminisme, disons, extrémiste. On fait un peu la confusion entre les deux et on se dit que voilà, on va mettre tout le monde dans le même panier, que voilà, elles sont toutes pareilles. Quand tu dis que tu es féministe, forcément, on sait que tu n'es pas soumise. Voilà, tu veux être supérieure aux hommes. On a un peu déjà, ce genre je suis pas pour. Il n'y a pas de rapport de supériorité et d'infériorité. On est tous des êtres humains que Dieu a créés avec des potentiels distincts. On est censé se compléter, pas se dépasser, se malmener ou se rabaisser. Et moi, je pense que si aujourd'hui le féminisme est mal compris, c'est justement à cause des femmes elles-mêmes. Tu as le droit de travailler. Oui, mais moi, ça m'attriste des fois. Je vais dans des endroits, je vois que c'est la femme qui est chef et elle parle très mal. Très mal, justement, parce qu'elle est chef. Par contre, ça n'arrive pas avec les hommes. Les hommes sont aimables. Ils parlent bien même à leur subalterne. Mais les femmes, par contre... un jour, je suis allée dans un restaurant, la femme, elle parlait très mal. Ça m'a dégoûtée. J'étais très dégoûtée. Vraiment dégoûtée. J'étais dit, mais la personne à qui tu parles, c'est vrai que tu le payes, mais il faut le respecter. C'est un homme, il faut le respecter. Donc, le problème, c'est les féministes qui bénéficient des droits qu'elles ne savent pas gérer. Ça leur monte à la tête et elles détournent vraiment la quête. Et comme on dit souvent, c'est le négatif qui domine sur le positif. Donc on oublie les vraies féministes qui, elles, sont juste en quête de justice sociale. Voilà un peu. Ouais. Tu viens de dire quelque chose d'intéressant qui va d'ailleurs me permettre de me lancer sur la question suivante. Tu as parlé de femmes qui dirigent, qui sont au pouvoir. Donc, on va parler du leadership. Avec un focus sur le leadership féminin. Déjà, est-ce que tu penses qu'on peut parler réellement d'un leadership dit féminin? Tu penses que les femmes ont leur propre manière de diriger, de gouverner, différent de celui des hommes? Le leadership n'a pas de genre. Le leadership n'a pas de genre. Il n'y a pas de leadership au féminin et de leadership au masculin. On met l'accent sur le leadership féminin parce que c'est quelque chose de rare. Et encore une fois, c'est une quête que plusieurs personnes sont en train de mener pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui dirigent. Voilà pourquoi elle mentionne ou elle parle de leadership au féminin pour que les femmes se sentent automatiquement concernées. Si on dit leadership tout court, elles ne viendront pas. Mais si elles sentent que c'est leadership au féminin, elles se sentiront concernées et viendront, elles voudront savoir ce qui se passe. Alors, le leadership n'a pas de genre. Dans tous les domaines de la vie, leadership, gestion, tous les domaines de la vie, je pense que l'homme a une manière un peu plus particulière de gérer et la femme également a une manière un peu plus particulière de gérer. L'homme, il est plus dans la logique, la femme, elle est plus dans les émotions. Ça, c'est une réalité, c'est pas une faiblesse, mais c'est vraiment des choses qui font en sorte que nos manières de gérer ou de diriger soient vraiment différentes. Alors, il n'y a pas de leadership au féminin, il n'y a que le leadership qui est l'art de diriger, guider, orienter et influencer. En soi, on parle du leadership féminin uniquement pour attirer les femmes, pour les booster, pour leur faire comprendre que c'est ton temps maintenant de diriger. Rejoindre. C'est un peu ça. Étant une femme, tu exerces tu es sûrement dans la case du leadership féminin que tu as caractérisé par l'émotion, l'usage de l'émotionnel. Et comment cela intervient dans ton leadership à toi? Disons qu'une fois qu'une femme devient leader, elle doit mettre ce côté émotionnel, pas vraiment à l'écart, mais diminuer un tout petit peu. Parce que si tu es émotionnelle en tant que femme leader,
tu vas rester dans ta casquette de femme, et quand il y a un problème, tu vas peut-être paniquer, pleurnicher, faire des échanges de paroles avec les gens que tu diriges, et là, ça pose problème. Mais par contre, cette particularité, elle est bonne parce qu'on réfléchit pas qu'avec la tête, pas qu'avec des calculs, mais avec notre cœur aussi. On réfléchit vraiment avec notre cœur. Ce qui guide nos choix, c'est pas l'argent, c'est pas les calculs stratégiques, mais c'est d'abord ce qui touche nos cœurs. Ce qui m'affecte, moi, quand je vois par exemple les enfants de la rue, c'est dans cette alternative, c'est dans cette continuité des choses que je vais agir. Parce qu'effectivement, je suis émotionnelle en tant que femme, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Donc c'est une force un peu ça. Oui, c'est une force. C'est une réelle force que peut-être... tu penses que certains hommes peuvent user du leadership féminin? Oui, il y a des hommes qui sont un peu plus émotionnels que logiques aussi, c'est pas un défaut. Et si le leadership féminin réussit aux femmes, ça peut réussir aussi aux hommes. Et donc, tu aurais 3 caractéristiques d'un bon leader à nous énumérer ici, tout sexe confondu, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Oui. Le premier, ça sera la résilience. La résilience. Être leader, c'est pas facile. C'est très compliqué. Tu vas faire face à des situations où tu dois abandonner, tu dois lâcher prise, tu dois être face à la réalité. Et ta résilience te permet quand même de tenir bon, d'accepter d'échouer, d'abandonner, mais de te relever demain. Il y a l'humilité d'apprendre, même des personnes jugées inférieures à nous, l'humilité de continuer d'apprendre, l'humilité de s'informer auprès de nos aînés, l'humilité de voir les choses avec un œil réduit. De ne pas se dire que parce que je suis leader, je suis au-dessus de tout le monde, au-dessus de tout. Et troisièmement, je dirais 3 caractéristiques, c'est peu, mais bon, troisièmement, je dirais que c'est la détermination. Vous devez savoir que ce qui fait d'un leader, c'est sa vision. Et la vision, elle se perfectionne de jour en jour. Et si au début, il y a des failles dans ta vision et que tu décides d'abandonner pensant que ça devrait être parfait d'abord, tu ne vas jamais atteindre ton objectif. Par contre, si tu es déterminé, peu importe les failles qu'aura ta vision, peu importe les échecs que vous allez amasser en cours de chemin, tu vas quand même continuer parce que tu sais ce qu'il y a devant, tu sais ce que tu poursuis comme objectif. Wow. Cher leader, j'espère que vous avez pris note en tout cas. Et Victor, je sais, j'ai fait mes petites recherches et je sais que tu es une aînée. Tu es l'aînée de ta famille. Et moi, je trouve intéressant surtout d'explorer ce sujet des aînés et le leadership. Donc, est-ce que tu penses, toi, qu'il y a un lien entre être aîné de famille, entre l'aînesse, donc, et le leadership? Je pense que être aîné de famille, ça nous prédispose au leadership. Ça a été le cas pour toi? Oui, quand même. Ça fait de nous des personnes disposées à être leaders. Et moi, mon leadership est surtout motivé aussi parce que je me dis que j'ai des petits frères, je dois leur faire honneur, je dois avoir assez de moyens, assez de force pour assurer leur futur aussi, pour les protéger et tout ça là. Wow, c'est très caractéristique des aînés, ça. En fait, que ce soit femmes ou hommes, ils ont souvent cet instinct-là, que ce soit maternel et paternel. J'ai souvent eu à remarquer ça, je suis très bien placée pour le savoir, je suis aînée aussi. Mais je sais aussi que être aînée, surtout dans une famille africaine, c'est pas aussi de tout repos. Il peut y avoir peut-être, tu as eu peut-être avoir des défis, que ce soit intérieurs, liés à ton rôle d'aîné. Disons beaucoup de pression. De pression. Beaucoup de pression. Tu es l'aîné, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Être l'enfant parfait. Oui. Tu n'as pas trop droit à l'erreur. Ton erreur est plus grave que celle des plus petits. Parce que ton erreur entraîne les autres. Beaucoup de pression aussi.
Mais disons que ça nous prépare au leadership dans la vie courante comme ça. Ouais, donc, tu dirais que oui, les aînés font les meilleurs leaders. Les aînés font des bons leaders, pas des meilleurs leaders, font des bons leaders. Ok, très bien. Écoute, Victoire, on arrive déjà à la fin de cette interview. On va passer à la dernière partie, mais avant, on va passer à la fac. Donc, fac, tu dois sûrement te demander qu'est-ce que c'est. Ouais. Bon, le principe est simple. Déjà, fac, c'est l'acronyme pour foire aux questions. Ok. Pour foire aux questions. Donc, je vais te poser des questions et tu devras juste y répondre sans trop de réflexion. Okay. Sans trop réfléchir. Juste te donner ce qui te vient à l'esprit. Prête? Attends. Pas trop de réflexion, vraiment D'accord. ce qui te vient à l'esprit. Ok, première question. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 mots qui te définissent très bien? Amour, colère, Ok. gourmandise. Très bizarre le dernier, mais ok, on prend. Victoire, quel est ton talent caché? Mon talent caché, Un talent que personne ne connaît. J'en ai pas. J'ai tout révélé. On connaît déjà tout. Oui. Ok. Un talent peut-être que ta communauté Femmes Sublimées ne connaît pas. Ouais, je chante. Elle chante. Non, ne me dis pas de faire un acapella, s'il te plaît. Bon, peut-être la prochaine fois. Ok. Victoire, quelle est la personnalité congolaise, vivante ou pas, qui t'inspire le plus? Papa? Ok. Ton père. Oui, le docteur Papi Kabongo. Ok. C'est vraiment ton modèle Oui. en tout et pour tout. Oui. Waouh. Victoire, un livre que tu recommanderais? Leadership au féminin du docteur Silas. Ok. Un conseil que tu donnerais à ta fille? Chérie, fais comme moi. Fais comme maman. Simple et efficace. Fais comme maman. Ok. Ouais. Fais comme maman. Comment? Maman, elle fait comment? Sois forte. Ok. Réalise tous tes projets. Ne te sens pas limitée. Et ne laisse rien vraiment te briser. Et même quand ça te brise, relève-toi. Wow. Madame la Présidente, merci beaucoup. Merci Claire. À vous qui nous avez suivis, j'espère que ce moment vous aura plu, inspiré, appris et motivé. J'espère vraiment que chacun pourra garder le meilleur de ce podcast. Et si vous ne souhaitez manquer aucun de nos prochains épisodes, avec des invités tout aussi exceptionnels, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et je vous dis donc merci et à la prochaine sur Capital Humain.